D'abord, on peut se demander où et comment se fait la biosynthèse de la mélatonine. La mélatonine est essentiellement synthétisée dans les cellules de la glande pinéale, les pinéalocytes, à partir de son précurseur, le tryptophane, qui provient de la modification nocturne de la sérotonine. La biosynthèse de la mélatonine se fait principalement la nuit et s'étale sur une dizaine d'heures. Lorsque la baisse de la luminosité est captée par la rétine, un message neuronal est envoyé des noyaux suprachiasmatiques vers les neurones produisant de la noradrénaline. Cette dernière stimule les récepteurs alpha 1 et bêta 1 adrénergiques présents sur les pinéalocytes. Une cascade de réactions active alors l'enzyme clé de production de la mélatonine, la N-acétyltransférase ou l'arylalkylamine N-acétyltransférase. La mélatonine sécrétée dans le sang transmettra l'information de la photopériode à toutes les structures possédant des récepteurs mélatoninergiques. A l'inverse, la lumière inhibe la sécrétion de la mélatonine. La lumière inhibe donc la transmission noradrénergique par l'hyperpolarisation de la voie rétino-hypothalamique. Maintenant, on va voir comment se fait la production rythmique et circadienne d'hormones de la série des indolamines, qui sont la sérotonine et la mélatonine. La synthèse de la mélatonine est initiée par la fixation de la noradrénaline au récepteur bêta-1 adrénergique des pinéalocytes. Elle est issue d'un acide aminé qui est le tryptophane, qui provient de la modification nocturne de la sérotonine. Cette biosynthèse nécessite l'intervention de 4 enzymes. La tryptophane hydroxylase, l'aminoacide aromatique décarboxylase, l'arylalkylamine N-acétyltransférase et l'hydroxyindole-O-méthyltransférase. La TH est une enzyme mitochondriale qui est l'étape limitante, c'est-à-dire indispensable à la synthèse de la sérotonine, précurseur stocké dans la glande pinéale pendant la journée. La AANAT est l'enzyme limitante de la production de la mélatonine car son activité est dépendante de la quantité de la sérotonine. Cette enzyme est photosensible et synthétisée uniquement la nuit. Ainsi, la synthèse de mélatonine, comme je viens de dire, est initiée par la fixation de la noradrénaline au récepteur bêta-1 adrénergique des pinéalocytes. La mélatonine est synthétisée pendant la phase sombre du nectémaire à partir du tryptophane plasmatique. Ce dernier est transformé en sérotonine après hydroxylation et décarboxylation. La N-acétyltransférase, qui est maintenant active la nuit, transforme la sérotonine en N-acétylsérotonine. La mélatonine ou 5-méthoxytryptamine résulte de la méthylation de la N-acétylsérotonine par l'hydroxyindole-O-méthyltransférase. Je rappelle que la N-acétyltransférase est l'enzyme clé de cette synthèse car son activité est inhibée en présence de la lumière. Une fois synthétisée, la mélatonine est directement libérée dans la circulation où sa demi-vie est courte, elle est environ de 20 minutes.
Ce rythme de synthèse est endogène et persiste donc en conditions constantes du moment que l'intégrité du noyau suprachiasmatique est préservée et une exposition nocturne des animaux à la lumière entraîne une inhibition de synthèse et de sa libération. La libération de la mélatonine a lieu non seulement dans la circulation, mais dans le fluide céphalo-rachidien. Au cours des saisons, la durée de la nuit varie. Elle est associée à une variation similaire à la durée du pic de la mélatonine. La durée de sécrétion nocturne de mélatonine est proportionnelle à la durée de la nuit. Elle est courte pendant les jours longs du printemps et de l'été et longue pendant les jours courts de l'automne et de l'hiver. Elle constitue ainsi un message photopériodique endocrinien qui permet de lire l'information photopériodique, longueur relative du jour ou de la nuit qui varie au cours de l'année. Comme on a dit précédemment, un des rythmes saisonniers est le cycle de la reproduction chez différentes espèces animales. La question qu'on se pose, comment la lumière agit-elle sur la reproduction, ainsi sur les gonades sexuelles? Nous constatons que la période d'accouplement et de la mise bas chez les différentes espèces se passe à des moments différents de l'année. Toutefois, chez de nombreux animaux, la période de ce cycle est voisin d'une année. Il y a une période d'activité sexuelle suivie d'une période beaucoup plus longue de repos sexuel. Par ailleurs, la période d'accouplement se situe à un moment de l'année tel que les naissances s'effectueront lorsque les conditions climatiques seront les plus favorables à la survie des jeunes et leur développement. Cette période correspond au printemps dans les régions tempérées. Il y a des cas particuliers, comme par exemple chez la chauve-souris, l'accouplement a lieu en octobre, juste avant l'entrée en hibernation. Mais à cette époque, la femelle n'est pas sexuellement mûre et les spermatozoïdes restent vivants dans les voies génitales de la femelle pendant toute la période de l'hibernation. Entre janvier et mars, lorsque l'ovulation a lieu, les ovules sont fécondés et du fait de la gestation brève, les petits naîtront au printemps. On assiste dans ce cas à un phénomène d'ovulation retardée. Dans d'autres cas, comme celui de l'ours ou du chevreuil, un phénomène de nidation retardée permet aux jeunes de naître au printemps malgré l'accouplement précoce. C'est ainsi que l'accouplement a lieu chez le chevreuil en juillet et la nidation se fait 6 mois plus tard, vers le mois de décembre. La gestation proprement dite dure environ 130 jours. La durée de la gravidité est de 300 jours environ. Ainsi, la période des mises bas s'étale du 1er mai au 15 juin. Ainsi, l'effet le plus remarquable de la mélatonine est sa capacité à entraîner le rythme annuel de l'activité sexuelle chez les animaux photopériodiques. Chez les espèces de jours courts, la réponse photopériodique des gonades se produit lorsque la durée de l'éclairement recouvre la phase de photosensibilité, c'est-à-dire lorsque la longueur du jour diminue après le solstice d'été dans les conditions naturelles. Le contrôle neuro-endocrinien de la reproduction saisonnière par le noyau suprachiasmatique peut s'expliquer ainsi. On rappelle, en A,
L'information lumineuse est reçue par les photorécepteurs rétiniens et transmise à la glande pinéale via les noyaux suprachiasmatiques et les ganglions cervicaux supérieurs. La glande pinéale traduit le message neuronal en un message endocrinien, c'est-à-dire le rythme nectéméral de sécrétion de la mélatonine. Pendant les jours courts, chez les animaux de jours courts, en B, le profil de sécrétion de mélatonine, représenté par une longue durée de la présence de concentration élevée de la mélatonine, est associé à la stimulation de l'activité du système hypothalamo-hypophysaire et ainsi activation des gonades. Par contre, chez les espèces des jours longs, en C, cette sécrétion élevée de la mélatonine induit une inhibition du système hypothalamo-hypophysaire et repos des gonades, et vice-versa pendant les jours longs. Pour montrer expérimentalement le rôle de la mélatonine sur le contrôle de la reproduction, on détruit la glande pinéale d'un animal de jours courts, c'est-à-dire que cet animal a une activité sexuelle en hiver quand les nuits sont longues. Mais maintenant, quand on a retiré ou détruit les glandes pinéales, les noyaux suprachiasmatiques ils vont percevoir une augmentation de la photopériode, ce qui va entraîner une inhibition des gonades. Alors, si on administre de la mélatonine, les noyaux suprachiasmatiques de cet animal vont percevoir une diminution de la photopériode, ce qui va stimuler ces gonades. En résumé, on peut dire que le processus par l'intermédiaire duquel les organismes sont capables d'utiliser à la fois la mesure absolue de la durée du jour et le sens de variation de la durée du jour pour réguler les changements saisonniers d'une fonction physiologique ou comportementale est appelé photopériodisme. Concernant les rythmes de reproduction chez les animaux sensibles à la photopériode, on distingue les animaux de jour long se reproduisant lorsque la durée du jour augmente et les animaux de jour court se reproduisant lorsque la durée du jour diminue. Il existe une relation entre la nature de la réponse photopériodique qui est selon les espèces du type jour long, c'est-à-dire photogonadostimulation en jour croissant, et les espèces du jour court, réactivation de la fonction gonadique en jour décroissant, et la durée de la gestation. L'intervalle conception-naissance étant presque toujours constant pour une espèce donnée. La régulation de la saisonnalité porte sur le moment de la conception, ce qui permet d'avoir dans tous les cas un maximum de naissances au printemps. Alors, en grand 5, on va voir les mécanismes de synchronisation des noyaux suprachiasmatiques. Donc, on rappelle un rat intact en DD, c'est-à-dire dark, qui veut dire également en obscurité totale, montre une rythmicité endogène, en l'occurrence ici de période légèrement supérieure à 24 heures, puisque elle se décale légèrement vers la droite. Une stimulation lumineuse unique de 3 heures de lumière, c'est le rectangle jaune que vous voyez sur l'actogramme, en fin d'une nuit subjective, au temps circadien 18, provoque une avance de phase du rythme de l'activité locomotrice. Sur l'actogramme B, un rat est nucléé, c'est-à-dire qui a subi l'extraction des globes oculaires, également en DD, c'est-à-dire en obscurité continue,
montre une rythmicité endogène toujours ici de période légèrement supérieure à 24 heures. Donc les yeux ne sont pas indispensables à la rythmicité endogène de l'animal puisque le rythme endogène il est assuré par les noyaux suprachiasmatiques. Une simulation lumineuse unique en fin d'une nuit subjective à CT21 n'a aucun effet. Les yeux sont donc indispensables à la détection de la lumière et à son intégration par l'horloge circadienne. Il faut rappeler également qu'un flash lumineux capté et transmis par l'œil va entraîner une avance ou un retard de phase en fonction du moment de son application au cours du cycle circadien. Suite à la demande de certains étudiants, je reprends l'explication de la courbe de réponse de phase. Alors, la courbe représente les réponses de phase suite à un flash lumineux, c'est-à-dire les déphasages de l'activité locomotrice quand on donne un flash lumineux à un rongeur qui se trouve en libre cours. Sur l'actogramme A, le flash est appliqué durant le jour subjectif. Le cycle de l'activité locomotrice ne subit aucun changement les jours suivant ce flash. Donc, la réponse de phase, qui est delta t, est égale à 0. Sur la courbe en bas, le point qui correspond à l'heure de ce flash lumineux est sur la ligne qui ne représente ni avance ni retard de phase, c'est-à-dire la ligne horizontale verte sur la courbe. En B, quand le flash est donné au début de la phase d'obscurité, c'est la phase d'activité de ce rongeur nocturne. Nous constatons que lors des jours suivants, son activité commence en retard par rapport au jour précédent. Pour mesurer ce retard, on trace la ligne qui coïncide avec le début de l'activité avant le flash, c'est la ligne verte, et on trace la nouvelle ligne qui correspond au début de l'activité locomotrice après le flash lumineux. La différence du temps entre ces deux lignes est portée sur le graphe en dessous de la ligne verte horizontale. Cette zone correspond à celle de retard de phase. On sait quand le flash est appliqué en fin de la nuit subjective du rongeur, celui-ci commence un peu plus tôt son activité. L'activité ou bien la différence entre la ligne rouge tracée au début de l'activité après le flash et celle verte tracée avant le flash est reportée au-dessus de la ligne horizontale sur le graphe. Cette zone correspond à celle de l'avance de phase. La courbe tout entière est tracée en appliquant le flash lumineux à différents moments du cycle circadien. J'espère que vous avez compris mieux cette fois-ci. Nous allons rappeler l'histologie de la rétine pour pouvoir déterminer la structure responsable de capter et de transmettre l'information de la luminosité externe vers le noyau suprachiasmatique. La rétine est l'organe sensible de la vision. C'est une mince membrane pluristratifiée d'environ 0,5 mm d'épaisseur. Sa partie sensible à la lumière se compose de photorécepteurs avec environ 5 millions de cônes responsables de la vision diurne et colorée et environ 120 millions de bâtonnets responsables de la vision crépusculaire et nocturne en noir et blanc qui captent les signaux lumineux sous forme de photons et les transforment en signaux électrochimiques. Elle se compose aussi de neurones qui à leur tour intègrent ces signaux chimiques
en signaux électriques à l'origine de potentiels d'action. De la profondeur de la rétine jusqu'à sa surface, nous pouvons citer la couche monostratifiée des cellules photoréceptrices constituée de cônes au sein de la fovea et de bâtonnets plus en périphérie. Cette couche de photorécepteurs est collée sur l'épithélium pigmentaire sous la choroïde. La couche plexiforme externe formée de terminaisons des photorécepteurs, des cellules horizontales et des cellules bipolaires. La couche nucléaire interne formée des cellules bipolaires, horizontales et amacrines. La couche plexiforme interne formée de terminaisons des cellules amacrines, bipolaires et ganglionnaires. Et la couche des cellules ganglionnaires dans les axones se connectent de façon excentrée au niveau de la fovea pour donner le nerf optique. La rétine présente d'autre part schématiquement une double organisation architecturale, verticale et horizontale. Les photorécepteurs, les cellules bipolaires et les cellules ganglionnaires définissent des réseaux verticaux, tandis que les cellules horizontales et amacrines forment des réseaux horizontaux.